On va aborder le deuxième organe de l'appareil végétatif des spermaphites, à savoir les feuilles. Dans un premier temps, on va voir donc par quoi est formée une feuille. On va voir également les différents types de feuilles chez les angiospermes et les gymnospermes. La position des feuilles sur la tige, ce qu'on appelle la phyllotaxis, c'est-à-dire comment sont positionnées les feuilles au niveau de la tige. Comment se développent les feuilles, quelle est leur origine. Et puis, on va parler du phénomène de chute des feuilles et de l'adaptation fonctionnelle des feuilles. Alors d'abord, une feuille complète est caractérisée par trois parties. D'abord, ce qu'on appelle le limbe, c'est la lame verte. Le pétiole, donc c'est cette partie-là, et la base foliaire. Donc vous avez remarqué que dans ce cours, vous avez beaucoup de terminologie, vous avez beaucoup de vocabulaire, et ce vocabulaire vous sera utile pour la description des organes. Au niveau de la base foliaire, on peut rencontrer ce qu'on appelle des stipules, ces prolongements-là. Bon, ils ne sont pas toujours présents. On peut rencontrer différents types de stipules, ici des stipules foliacées. Ici, on a des stipules sous forme d'aiguilles qui peuvent jouer le rôle de défense. Au niveau des feuilles des graminées qui sont des monocotylédones, ça vous allez le voir au niveau des TP, on rencontre une structure particulière qu'on appelle la ligule, qui est une lame membraneuse et qui se trouve entre le limbe et la base foliaire. Alors, dans la description des feuilles, on va décrire chaque partie de cette feuille et on va commencer d'abord par les bases foliaires. Ces bases foliaires peuvent être simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous demande d'observer lorsque vous voulez décrire la base foliaire, c'est de regarder comment sont insérés les pétioles sur la tige. Si ils sont insérés comme ici au niveau d'un point, on parle de base foliaire simple. Lorsque, comme dans le cas de la luzerne, donc d'ailleurs c'est l'exemple que vous allez voir au niveau du TP, vous voyez que la base foliaire, elle s'insère sur la moitié de la tige et on parle de base foliaire embrassante. Alors que dans ce cas-là, vous voyez, vous avez la base foliaire ici, elle entoure complètement la tige et vous avez sous forme d'une gaine, d'où la base foliaire en gaine. Maintenant, on va décrire le pétiole, la deuxième partie qui forme la feuille. Toujours est-il que certaines feuilles peuvent ne pas posséder de pétiole et dans ce cas, on les appelle des feuilles sessiles. Ici, vous avez un exemple de pétiole cylindrique sous forme de cylindre. Vous pouvez avoir un pétiole ici ailé, c'est-à-dire qui possède des ailes, la mujannah, comme dans le cas du bigaradia ou la zinboua, tout le monde connaît zinboua. Vous pouvez avoir également un pétiole en gouttière, c'est-à-dire creux au milieu, comme une gouttière, c'est-à-dire segia. La troisième partie formant les feuilles, c'est le limbe. Et ce limbe peut distinguer deux faces, la face supérieure ou ventrale, c'est la face qui est tournée vers le soleil ou vers le haut, et la face inférieure ou face dorsale, c'est la face qui est tournée vers le bas ou vers le sol. Sachez que le limbe peut présenter différentes formes, découpures et nervations, surtout chez les dicotylédones. Et parmi les formes du bord du limbe, on peut rencontrer un limbe qui est entier, c'est-à-dire régulier, ondulé sous forme d'onde, denté, sous forme de dents, crénelé, donc c'est des dents qui ne sont pas pointues, lobé avec des lobes, séqué, ça veut dire que le limbe est presque subdivisé, et palmatisséqué. On peut distinguer un limbe simple et un limbe composé. Qu'est-ce que veut dire un limbe simple? Un limbe simple, c'est un limbe qui est formé par une seule partie.
C'est-à-dire que tout le limbe est formé par une seule partie. Dans le limbe composé, vous voyez que le limbe est formé par 3 folioles ici, ou 6 folioles ici, ou 11, et ainsi de suite. Là aussi, c'est un limbe simple. Ici, on a l'impression que le limbe est composé, mais en fait, il n'est pas composé parce que le limbe n'est pas complètement séparé, ou les différentes parties de découpure ne sont pas complètes. Là, ici, un exemple de limbe simple, c'est la feuille du prunier ou l'albarqoq, le limbe du chêne, le ballot, et le limbe de la bourse de Pasteur. Un limbe composé, on a dit, c'est un limbe qui est formé par plusieurs folioles. Alors la question qui se pose, ou le problème qui se pose pour les étudiants, c'est en fait que lorsqu'on a des feuilles qui ont cette forme-là, les étudiants ont tendance à dire que c'est ça la feuille. Tout ça, c'est la feuille. Comment peut-on différencier et dire est-ce que ça, c'est la feuille ou tout ça, c'est la feuille? Juste donc en faisant un raisonnement logique, selon la définition, rappelez-vous, une feuille est toujours attachée à une tige. Alors si je considère que ça c'est une feuille, ça veut dire que ça c'est une tige. D'accord? Et si ça c'est une tige, rappelez-vous, par définition, une tige, on a dit qu'il se termine par un bourgeon terminal vers le haut. Alors qu'ici on trouve une feuille. Donc une tige ne se termine jamais avec une feuille, et par conséquent ce qu'on a ici ce n'est pas une tige, c'est le pétiole, et tout ça c'est la feuille. Un autre argument en faveur de ce que je viens de dire, rappelez-vous, à la base de chaque feuille il y a un bourgeon axillaire. Ici le bourgeon axillaire n'existe pas, et donc ici ce sont des folioles. Alors on peut distinguer un limbe composé paripéné. Qu'est-ce que ça veut dire paripéné? Ça veut dire que le nombre de folioles est pair, ou un limbe composé imparipéné, comme dans ce cas-là, où le nombre de folioles est impair. Donc ici, vous avez des exemples de limbes composés, soit imparipéné, soit paripéné. En ce qui concerne l'énervation ou les nervures, on distingue différents types de nervures. Les plus importantes sont la nervation pénée. Dans ce cas, vous avez une nervation principale avec des nervures secondaires qui sont obliques par rapport à la nervation principale. La nervation palmée, c'est une nervation où toutes les nervures principales partent du même point. Et la nervation pédalée, vous avez des nervures principales qui ne partent pas du même point. Et vous avez ici une nervation qui est parallèle. On peut voir ça donc dans ces photos-là. Vous avez une nervation pénée avec une nervure principale et des nervures secondaires obliques. Là, toutes les nervures partent du même point. C'est le cas du figuier ou la karmos muslimine que vous connaissez tous. Et l'exemple du platane, cette fois-ci, vous avez la nervation pédalée. Vous voyez que ici, vous avez les nervures ne partent pas du même point. Chez les monocotylédones, contrairement aux dicotylédones, les feuilles ont des caractères tout à fait propres. Il n'y a pas beaucoup de différences, il n'y a pas beaucoup de modifications. Le limbe est généralement entier. La nervation, elle est parallèle et vous avez absence de pétiole, donc la feuille, elle est dite sessile et la base foliaire, elle est engainante. Alors, donc ici, on voit bien ça au niveau de cette photo, au niveau du maïs. Là, le limbe, il est entier, des nervations qui sont parallèles. Il n'y a pas de pétiole, la feuille, elle est sessile et la base foliaire, elle est engainante. Il y a toujours des exceptions et du coup on peut donner l'exemple du palmier. Le palmier, vous avez un limbe qui est composé, il est plus simple comme dans le cas des monocotylédones. De la même manière, le palmier doum, la nervation est palmée, alors que dans le cas
du canat, la nervation est pénée. On va maintenant aborder les feuilles chez les gymnospermes. Et également chez ce groupe, les feuilles ne subissent pas beaucoup de modifications. On rencontre deux types de feuilles typiques, les feuilles en aiguille et les feuilles en écaille, avec quelques exceptions dont on parlera tout à l'heure. Alors, les feuilles en aiguille, c'est l'exemple du pin ou la sanaouba, le cèdre ou l'erz, vous avez des feuilles en aiguille, et ici vous avez le cyprès ou la sirou, et également le tuya. Vous avez des petites écailles, chaque écaille donc est une feuille. Et donc généralement chez les gymnospermes, on rencontre soit des feuilles en aiguille, soit des feuilles en écaille, comme dans le cas du tuya ou l'al-ara'at. Les quelques exceptions qu'on peut rencontrer chez certaines gymnospermes primitifs, comme le ginkgo biloba. Alors le terme biloba déjà indique que la feuille présente deux lobes, donc vous avez deux lobes au niveau de la feuille. Et un autre exemple, c'est le cycas. Ce que vous avez là, ce n'est pas un palmier. On a tendance à le confondre avec un palmier, mais c'est une gymnosperme avec des feuilles qui sont pennées. Si vous voulez voir cette espèce, vous pouvez la voir au niveau du centre Jabir, à côté de la fontaine. Des deux côtés de la fontaine, il y a deux pieds de ce cycas-là. On va parler maintenant de ce qu'on appelle la phyllotaxie, c'est-à-dire comment sont positionnées les feuilles au niveau de la tige. Et cette étude, on a trois cas de figure. D'abord, le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle la disposition alterne. En fait, c'est quoi? C'est la disposition alterne. C'est qu'on a une feuille par nœud. Donc, dans chaque nœud, on trouve juste une feuille. Ça, c'est la disposition alterne. C'est ce que vous devez savoir en premier lieu. Mais dans cette disposition alterne, on peut trouver la disposition alterne distique. Dans ce cas, toutes les feuilles se trouvent dans le même plan. Et vous avez la disposition alterne quincontiale. Ça veut dire que si je suis le point d'insertion des différentes feuilles, je vais tracer une hélice, où là, je vais avoir un trajet hélicoïdal. Donc, si je regarde ça dans la nature, donc vous voyez ici, c'est une disposition alterne distique, ça veut dire d'abord toutes les feuilles, chaque feuille est au niveau d'un nœud et il se trouve dans le même plan. Par contre, ici vous avez une feuille par nœud, mais si j'essaie de suivre l'insertion des différentes feuilles, je vais suivre une ligne hélicoïdale. Deuxième cas de figure, c'est la disposition opposée. Et dans ce cas, on a deux feuilles par nœud et du coup les feuilles sont dites opposées parce que chaque feuille est en face de l'autre. On peut rencontrer également la disposition opposée d'écussée. Donc dans ce cas, vous avez les feuilles d'un nœud se trouvent dans un plan qui est perpendiculaire au plan des deux feuilles du nœud qui est en haut ou en bas. Je regarde ici. Là, au niveau de ce nœud, les feuilles se trouvent dans ce plan, alors que dans ce nœud-là, vous avez les feuilles se trouvent dans ce plan-là qui est perpendiculaire au plan des feuilles qui sont en dessous. Troisième et dernière disposition, c'est ce qu'on appelle la disposition verticillée. Dans ce cas, on a plus de deux feuilles par nœud. Donc on a plusieurs feuilles par nœud. Donc l'exemple que vous connaissez tous, le Nerium oleander ou le Dfla. Ici vous avez trois feuilles par nœud. Et ici par exemple on a plusieurs feuilles par nœud. Alors, le développement des feuilles, c'est-à-dire, on va étudier les différentes étapes de formation de cette feuille. Rappelez-vous, on a dit que les feuilles sont produites par l'anneau initial du point végétatif des tiges.
Rappelez-vous l'anneau initial, donc c'est cette zone-là qu'on a vu lorsqu'on a étudié le fonctionnement des bourgeons. Et c'est cette zone qui va donner les feuilles. Alors, dans un premier temps, on a un épaississement latéral qui apparaît suite aux premières divisions, donc dans les zones externes de l'anneau initial. Et c'est ce qu'on appelle la formation de l'initium foliaire. Donc on a formation de l'initium foliaire, suivi de ce qu'on appelle la formation du primordium foliaire, qui est une masse pluricellulaire homogène formée à la suite de divisions également successives de l'initium foliaire. Et puis après, on a formation de l'ébauche foliaire, caractérisée par la présence du procombium, ou également donc qui va être à l'origine des tissus conducteurs ici, avant d'aboutir à une feuille complète adulte. Alors bien sûr, le limbe, il va être formé grâce à l'activité d'un méristème terminal ou la apicale, et d'activité de ce qu'on appelle les méristèmes marginaux. Donc les flèches ici indiquent le sens d'activité des méristèmes. Et selon l'activité de ces méristèmes ou de certaines zones périphériques, va se définir la forme du limbe. Par exemple, ici, la forme, il est comme ça parce qu'il n'y a plus d'activité, les cellules ne se divisent pas. Par contre, ici, les cellules divisent. Donc, on a cette forme qui est plus ou moins ondulée. Donc, la forme du limbe va être plus ou moins conditionnée par l'activité de ces méristèmes marginaux. Différence avec les méristèmes primaires qui se trouvent au niveau des bourgeons de la tige, c'est que ces méristèmes vont avoir une activité qui est définie. Ça veut dire qu'à un certain moment, ces méristèmes vont s'arrêter de se diviser une fois la feuille a sa forme définitive, à l'exception de certaines monocotylédones où la feuille continue à se développer donc de façon indéfinie. Ici, bien sûr, là, on voit donc des photos qui ont été faites après des coupes au niveau du bourgeon terminal. Vous voyez ici, c'est la formation de l'initium, ici, c'est le primordium, et ici, vous avez la formation de l'ébauche. Et donc, ce sont les trois étapes qui vont aboutir à la formation de la feuille. Maintenant, je vais parler un petit peu d'un phénomène qui est la chute des feuilles. Vous avez pu le remarquer que certains végétaux, les feuilles vivent une année et tombent toutes en même temps. C'est l'exemple du carmos, le figuier, l'amandier. À un certain moment, vous trouvez un arbre sans feuilles, et ces végétaux, on les appelle des végétaux à feuilles caduques. Par contre, les végétaux à feuilles persistantes, c'est-à-dire des feuilles qui vont rester pendant toute l'année, ça ne veut pas dire que les feuilles ne tombent pas, mais les feuilles ne tombent pas en même temps. Les feuilles vont tomber au fur et à mesure, mais la plante garde toujours des feuilles pendant toute l'année. Et donc je vais aborder la dernière partie concernant la feuille, c'est l'adaptation fonctionnelle des feuilles. Comme on a dit, rappelez-vous, le rôle principal des feuilles, c'est quoi? C'est la photosynthèse, c'est-à-dire fabriquer de la matière organique. Toujours est-il, il y a certaines plantes, pour s'adapter à leur milieu, ils vont modifier leurs feuilles pour faire d'autres fonctions. Et je prends par exemple l'exemple ici des vrilles, comme dans le cas des tiges, mais cette fois-ci, ce sont les feuilles qui ont été transformées en vrilles pour permettre à certaines plantes de grimper. Ici, l'oignon, les feuilles que vous avez là, l'oignon en fait, ce sont des feuilles qui sont charnues et qui vont jouer le rôle de réserve. Ici. Les feuilles peuvent également jouer un rôle de défense. Certaines feuilles, vous
voyez ici, sont transformés en épines. Et ce que vous avez là, ce sont des stipules. Et donc, ce sont les stipules qui vont jouer cette fois-ci le rôle de photosynthèse. Ici, vous avez également les épines du figuier de Barbarie, qui sont des feuilles. Chez les plantes succulentes, parfois, on a transformation des feuilles en feuilles succulentes, qu'on appelle, qui vont jouer le rôle, en plus de la photosynthèse, ils vont jouer le rôle de réserve, hein, puisqu'ils vivent dans des conditions climatiques sèches. D'accord? Et dernière modification dont je vais parler, c'est les plantes carnivores. Certaines plantes carnivores, ils vont transformer leurs feuilles en pièges, comme ici. Hein. Donc cette plante, elle va essayer donc d'attraper cet insecte grâce à ce piège, et le piège n'est en fait que des feuilles modifiées. Question qui se pose bien sûr, quand on dit des plantes carnivores, ça ne veut pas dire qu'ils mangent que les insectes. Ils ont également, ces plantes, elles ont également des racines. Le fait de manger des insectes, c'est une adaptation au milieu. Ce sont des plantes qui vivent dans un milieu qui est très pauvre en azote. Et donc, pour s'approvisionner en azote, donc ils ont développé cette modification des feuilles de telle manière à attraper des insectes qui sont bien sûr des sources de molécules d'azote. Voilà. Merci pour votre attention.